J'ai enfin terminé Final Fantasy VII Rebirth. Et j'ai vraiment adoré, étant un fan de l'univers de FF7 depuis tout petit. Ce sera pas un test, ni une analyse, mais surtout une compilation de remarques pleines de passion et de théories inspirées par mes prises de notes durant ma partie. En fait, c'est très simple. Quand je joue à FF7 Rebirth, j'ai de nouveau 10 ans. Ils ont réussi à remake cette sensation magique que j'avais quand je me plongeais dans un jeu vidéo à l'époque de l'insouciance, de l'adolescence, de l'enfance même, l'effet waouh régulier que m'avait provoqué Final Fantasy VII à la première invocation, à la première magie avec de jolis effets. Lorsqu'on sort de Midgar, lorsqu'on récupère notre premier Chocobo, aux premières cinématiques en CGI à l'époque, les effets waouh étaient fréquents et c'était gifle sur gifle, des sensations et des choses que je n'avais jamais ressenties dans un autre jeu vidéo. Et là, elles étaient toutes condensées dans un seul sur 3 CD. Déjà, rien que le fait qu'il y avait 3 CD, c'est peut-être superficiel et matérialiste, mais quand t'es petit, quand t'as même pas 10 ans, déjà t'es impressionné. Tu te dis donc là en fait c'est un triple jeu en un seul jeu finalement déjà à l'époque, et c'était déjà impressionnant et intimidant même. Ensuite tu mets le jeu, ça commence par une cinématique digne du cinéma, pour l'époque encore une fois je le répète, vraiment c'était extraordinaire. Et bien j'ai revécu ça à une échelle différente, mais tout de même quoi. Alors que pourtant maintenant on est bien plus blasé des jeux vidéo, on a l'impression qu'on a déjà tout connu, que plus rien ne peut nous surprendre, et malgré tout je me suis prêté au jeu et ils ont vraiment fait mouche sur moi. Bon, je vais commencer rapidement par quelques remarques et quelques avis que j'ai notés, et qui vont peut-être pas mettre tout le monde d'accord, mais peu importe, c'est le mien, c'est mon avis. Parmi les effets waouh, retranscrire cette sensation qu'on avait quand on sortait de Midgar, et bien là ils ont réussi selon moi à la retransmettre avec les moyens de l'époque, avec des moyens très modernes. Et bien il y a également le rapport aux quêtes annexes. C'est pas du niveau de The Witcher 3, mais franchement, pour la première fois dans un jeu Square Enix, surtout quand on compare à FF16, on s'en rapproche pour la première fois. Après, je n'ai pas fait tous les JRPG, donc si vous en avez en tête qui ressemblent à ça, dites-le en commentaire. Mais personnellement, c'est la première fois dans un jeu de rôle japonais qu'il y a des quêtes annexes qui ressemblent pas à la trame principale non plus. Mais voilà quoi, c'est pas uniquement aller ramasser des grenouilles, c'est plus intéressant que ça rajoute un peu de lore, ça crée des dialogues entre les personnages, ça renforce leurs liens, et parfois il y a même des cinématiques. Il y a même Sephiroth à un moment donné qui intervient. Il y a des quêtes annexes qui s'étalent sur le jeu entier, tout simplement, et il y en a plusieurs. Donc c'est vraiment ambitieux et ça change. On pourrait également parler de l'exploration, les thèmes musicaux d'époque qu'on retrouve, qu'on revisite en même temps que les lieux, certains même thèmes inédits, le rythme, le gameplay, et ses frustrations, il faut le dire, car en réalité, même si le gameplay est extraordinaire, il a aussi sa part de frustration, notamment dans les esquives à la frame, qui sont pas vraiment à la frame, etc. T'es obligé d'équiper certaines matérias, sinon c'est juste trop lourdingue. Mais c'est peut-être moi le problème, pour le coup, je le reconnais, je me suis pas assez investi dans le gameplay, donc parfois il m'a frustré. Les mini-jeux aussi, qui ont beaucoup créé débat, moi j'en suis satisfait, ça rappelle encore une fois l'effet waouh de l'époque. Pour n'importe quoi, ils te mettent un mini-jeu avec son petit gameplay, bon pas aux petits oignons, hein. Dédicace à Ketsight et ses horribles boîtes à lancer, je crois que c'était dans le manoir Shinra, je sais plus, ça c'était infernal, c'était pas terrible, à croire qu'ils l'ont pas testé. Ça y est, l'introduction de la vidéo est terminée, on va parler de ce qui vous intéresse le plus, je le sais, on va parler de mes théories et prises de notes durant ma partie. Donc là c'est vraiment, en fait, je jouais au jeu, j'avais une idée, une théorie, je faisais pause et je notais. Et là je vais vous retransmettre tout ça de façon un peu brute avec vous, comme si on était entre potes quoi. Première théorie, sur le peuple Guy. Là, c'est un grand bouleversement de lore, ce n'était pas le cas dans le jeu original, et ça tombe tellement sous le sens, ce qu'ils en ont fait là, c'est tellement logique. Limite, si je refais le jeu original, je vais avoir le scénario de remake en tête, enfin de Rebirth, et me dire mais oui c'était ça en fait, c'est juste qu'ils l'avaient pas dit à l'époque, sur PS1. Donc on apprend que le peuple Guy vient d'une autre planète, et qu'ils ont besoin de la matéria noire, or les matérias contiennent un souvenir de la planète. Sauf que le peuple Guy ne peut pas retourner à la rivière de la vie, car il appartient à une autre planète, donc possiblement à une autre rivière de la vie. Donc ils sont bloqués sur Terre en somme, et c'est pour ça qu'ils veulent invoquer le météore, donc tout détruire sur Terre, retourner au néant en quelque sorte. Mais la matéria noire, finalement, d'où elle vient? Si finalement elle invoque quelque chose qui vient d'extrêmement loin, est-ce que ça voudrait dire que la vie elle-même provient d'ailleurs? Et si la matéria noire n'était pas tout simplement le souvenir le plus lointain de la planète? En gros, comment la vie est arrivée sur Terre avec un météore? D'ailleurs, c'est une des théories pour notre monde à nous.
pour la réalité. Bon, c'est qu'une théorie, mais elle est intéressante, elle est amusante, du moins si on s'extirpe du cadre religieux qui là donne une origine à la vie sur Terre, effectivement. Mais d'un point de vue scientiste, on va dire, il n'est pas improbable que finalement la matéria noire soit la matéria qui fait appel au souvenir le plus ancien de la planète, à savoir comment tout a commencé avec la vie sur Terre, un météore qui s'est écrasé sur Gaïa. Car bon, ce météore, il faut bien qu'il vienne de quelque part, et cette matéria noire a bien une origine, sachant que les matérias, comme je le disais, et comme on l'apprend dans le jeu surtout, sont liés à un souvenir de la planète. Petite théorie aussi sur Shinra et FF10, ou plutôt un débunkage de théorie. Il existe une théorie assez ancienne qui dit que la Shinra a été fondée par un personnage de FF10-2 qui s'appelle Shinra. Sauf que c'est impossible, la Shinra ne peut pas avoir un lien avec FF10, la preuve avec le peuple Gi. Si finalement la Shinra, la famille ayant fondé cette immense entreprise mondiale qui maintenant gouverne le monde, eh bien ça voudrait dire qu'ils viennent d'une autre planète et donc ils ne pourraient pas retourner à la rivière de la vie et ils seraient bloqués un peu dans la même situation que Jenova et le peuple Gi. Ou alors on pourrait envisager que la Shinra soit les premiers Cetra, et encore, je trouve que ça ne fonctionne pas, ça ne matche pas. Ensuite, on va parler de pourquoi Cloud, Zack et Sephiroth ont autant d'importance à travers les timelines et pourquoi eux, ils peuvent exister en autant d'exemplaires, on va dire. Pour moi, c'est très simple. Cloud, Zack et Sephiroth peuvent interagir avec la planète et le destin, parce que Sephiroth n'appartient pas totalement à la planète, il est mélangé aux cellules de Jenova, et pareil pour Cloud et Zack, finalement. Ojo leur a inséré des cellules lorsqu'ils ont été enfermés dans le manoir, donc ça leur donne une importance particulière où ils appartiennent à la planète, mais pas totalement. Ils sont entre les mondes, entre les lignes temporelles, c'est un bordel, mais c'est très intéressant. Là aussi, ce n'est pas une théorie, mais c'est une petite remarque à laquelle on a tous pensé quand Cloud a l'air totalement possédé par Sephiroth et qu'il veut à tout prix la matéria noire. On dirait vraiment l'anneau de pouvoir, et Cloud est vraiment sous le joug de Sephiroth et de cet anneau, de la même façon que le sont les personnages du Seigneur des Anneaux par rapport à cet anneau. Ils ont l'air d'être un peu obnubilés, obsédés, et sous l'emprise d'un mal qui fait ressortir le plus laid et le plus mauvais en eux. Une autre remarque aussi sur Aerith est le fait de la contrôler dans le temple des anciens, l'impact que ça a. Pour moi, nous faire prendre le contrôle d'Aerith a plusieurs effets importants. Déjà, pour ceux qui connaissent le jeu original, ça renforce la peur de la perdre. Mais aussi et surtout, ça rend Cloud proprement effrayant. Comme si nous avions le pire ennemi parmi nous, comme si Sephiroth était là sans l'être. Ce n'est plus nous qui jouons Cloud à vrai dire, mais Sephiroth lui-même. Et ils ont même réussi à réadapter certaines animations cultes, comme le rire haussement d'épaule de Cloud, un peu flippant, ou comme lorsque Cloud rejoint Sephiroth. C'est vraiment important dans son animation. Il y a aussi un parallèle que j'ai trouvé intéressant, c'est la séquence dans Remake sur le toit de l'église. Et bien la séquence dans Rebirth où Cloud pourchasse Aerith pour la matéria noire, c'est un peu la même chose mais façon inversée. Là c'est Cloud qui est une menace et ça fait un peu mal au cœur. Et je pense que c'est fait exprès. Il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué et que je n'avais jamais relevé dans FF7, parce que c'était moins évident, alors que là dans Remake et Rebirth, y a pas de doute, les paroles de One Winged Angel, emplis ton cœur de vide, colère enflammée, eh bien c'est exactement ce que Cloud et Sephiroth ont ressenti à Nibelheim. C'est pourquoi même Sephiroth a tout brûlé. Finalement, les paroles de One Winged Angel ne sont pas juste là pour être classe, et pour représenter une colère abstraite, c'est très concret. Théorisons maintenant rapidement sur la couleur qui sera associée au troisième jeu. Pour le premier jeu, Remake, c'était une sorte de vert un peu bleuté, un peu gris, voilà, un peu pâle, un peu terne, un peu mako. Pour le deuxième jeu, il y avait du rouge, le rouge lié à la jaquette avec Sephiroth qui est entre les mondes, entre le bleu de Zack et le vert de Cloud. Et je pense que pour le troisième jeu, ce ne sera pas le bleu de Réunion, car il est déjà utilisé, ce sera le violet peut-être. Le violet, comme la couleur de Sephiroth, le fond de la cité oubliée regorge d'une substance et d'une couleur violette comme Jenova, comme son sang on dirait. Je pense qu'on tient vraiment quelque chose et c'est le plus probable et c'est une couleur qui n'est pas si utilisée que ça dans les jeux vidéo. Le violet comme celui qui émane des clones de Sephiroth, le violet comme celui qu'il y a dans les fillers noirs. Ou sinon, quelle autre couleur? Peut-être l'arc-en-ciel qui semble faire écho au monde qui se touche et qui s'entrechoque et qui fusionne. Ou alors le blanc, comme la matéria à remplir. Peut-être même d'ailleurs que dans le troisième jeu, la matéria ne sera pas blanche comme dans le FF7 original, mais arc-en-ciel. Qui sait? En tout cas, pour le troisième jeu, j'ai hâte de découvrir Gast Faremis et Ifalna, ainsi que le Sacre.
Je pense vraiment que ce troisième jeu va enfin répondre à toutes les questions, c'est même logique, sur Jenova, sur le destin des autres planètes. J'espère vraiment qu'on va aborder cette question et que le jeu va prendre une dimension universelle et que ça va aller au-delà de la planète pour montrer toute leur ambition. J'espère aussi qu'on va savoir comment les Guis ont atterri sur cette planète, car ils ne semblent pas bénéficier d'une technologie interstellaire, c'est très étrange. On dirait un peuple plutôt traditionnel et primitif, et pourtant ils viennent d'une autre planète. Comment expliquer cela ? Ah, et une de mes théories personnelles, et que j'attends vraiment au tournant dans le troisième jeu, c'est la supernova et la forme ultime de Sephiroth, Safer. Je pense vraiment que la supernova de Sephiroth, qui était une attaque improbable à l'époque sur PS1, et l'une des plus impressionnantes et dévastatrices du monde des jeux de rôle japonais, eh bien ils vont forcément la garder pour ne pas décevoir les gens, mais il va falloir la justifier cette fois-ci. On ne pourra pas gober que Sephiroth détruit le soleil et l'univers tout entier pour causer des dégâts à Cloud et son équipe. Donc à mon avis, Supernova sera directement intégré dans le scénario, dans le lore, ce sera pas juste une attaque, et ce sera tout simplement Sephiroth qui absorbe l'énergie de tous les mondes, de tous les fillers. Ça justifiera la destruction de plusieurs univers dans des proportions dantesques, cosmiques, mais ce sera les univers des autres mondes et pas le monde principal pour cumuler tout en une seule attaque dévastatrice. Et bien évidemment, nos héros auront une contre-attaque, sinon ce sera la fin des haricots. Je pense aussi que le thème de Sephiroth, qui est en réalité celui choisi par la planète, que je n'ai pas envie de dire en anglais, eh bien je pense que ça va devenir littéral. Que Sephiroth sera peut-être bel et bien choisi par la planète, comme il le dit et comme il le prétend. Ou peut-être qu'au final, le doute subsistera entre lui et Aeris, on ne sait pas, le mystère reste entier. Un petit mot aussi sur Jenova. Elle est elle-même un refus de la mort finalement, un instinct de survie à travers l'espace et les dimensions. Qui sait d'où elle vient, ce qu'elle a traversé uniquement pour survivre. Sephiroth, avec ses gènes venant de Jenova, en est l'incarnation la plus complète, mélangée à une folie typiquement humaine. Tout comme pour Supernova, je pense aussi que l'attaque Omnislash sera justifiée scénaristiquement, et ce sera une attaque avec plusieurs Cloud et Zack de différentes timelines, voire d'autres personnages encore. C'était même déjà un peu teasé dans Advent Children, dans la façon dont elle est mise en scène. On voit que Cloud se dédouble, qu'il y a plusieurs épées, il a un peu une aura bleutée, comme si c'était lui, mais pas totalement lui, et rien que le nom, ça s'y prête en fait. Omni qui veut dire tout en latin, et slash, je vais pas vous faire un dessin, ce sera vraiment l'attaque ultime pour contrer l'attaque ultime de Sephiroth, une attaque multiverselle pour ainsi dire. Et je pense aussi qu'au total, il y aura entre 9 et 10 mondes en se basant tout simplement sur l'arbre séphirotique. L'arbre séphirotique, ou arbre de vie, c'est un concept central dans la mystique juive, dans la Kabbale. En gros, c'est un diagramme symbolique qui représente les émanations de Dieu et la structure de la réalité carrément. Et là, je pense que vous faites le lien avec le scénario de Rebirth. À l'origine, le but de l'arbre séphirotique, c'est de comprendre la création du monde et la relation entre l'humanité et le divin. C'est une sorte de guide spirituel pour explorer les différents aspects de la vie et de l'univers. Et il se décompose en 10 sphères appelées les séphirotes, et au singulier on dit séphira. Chaque séphira représente un aspect différent de Dieu et de l'expérience humaine, et ces séphirotes sont reliées entre elles par 22 chemins, formant une structure semblable à un arbre justement, d'où le nom. Et la symbolique de l'arbre autour de Sephiroth apparaît à de nombreuses reprises, que ce soit dans le jeu original ou dans Rebirth. Donc en résumé, l'arbre séphirotique, c'est une carte symbolique qui aide à comprendre la complexité de l'existence et à explorer les différentes facettes de la divinité, sauf que dans Rebirth, ce sera un moyen de comprendre le monde, les différentes timelines, la volonté de la planète et le but de Sephiroth, qui lui a accès à des connaissances que nous n'avons pas. C'est pourquoi je pense que la planète en réalité n'a pas de conscience propre ou de volonté, ou plutôt si, mais cette dernière est la conscience universelle et non pas une conscience individuelle et supérieure. Elle est la somme fusionnée de toutes les consciences ayant foulé un jour la planète Gaïa. Ce n'est pas une entité à part entière, et singulière. Encore un petit mot d'ailleurs sur Jenova, je pense qu'elle est de plus en plus inspirée d'une figure très méconnue qui serait la fille de Satan, à savoir Drakhamir. C'est un être démoniaque capable de prendre forme humaine et de se fondre parmi les hommes. C'est littéralement ce que fait Jenova. Dans plusieurs grandes religions et mythologies, il existe toujours un être maléfique
et utilisant ces techniques pour faire le mal, pour corrompre le cœur des hommes. Quel meilleur moyen de corrompre quelqu'un qu'en se faisant passer pour quelqu'un d'important dans le cœur des autres? Et le jeu nous le dit d'ailleurs explicitement, c'est comme ça que Jenova a foutu le bordel parmi les Cetra, et c'est comme ça qu'elle a réussi à tout déglinguer, et c'est comme ça que Sephiroth avec Jenova recommence auprès de Cloud et son équipe, et j'ai hâte de voir ça à un niveau encore supérieur dans la partie 3, car Cloud s'est fait vénomiser, ou plutôt Sephirothiser. Bon, on va maintenant parler du sacre, ou du sacré. Alors, le sacré dans FF7, à la base, c'est une sorte de protection de la planète engendrée par la matéria blanche, ou plutôt c'est quelque chose qui réside au cœur de la planète et que Sephiroth empêche de s'exprimer. Eh bien, figurez-vous que le sacre, ou le sacré, est probablement inspiré d'un auteur, un auteur allemand, un théologien luthérien et spécialiste universitaire de la religion comparée, Rudolf Otto. Il a publié en 1917 un ouvrage fondamental dans la philosophie de la religion, un ouvrage, je vous le donne en mille, qui s'appelle Le Sacré. Et dedans, il propose d'ailleurs un concept intéressant qui fait le lien avec plusieurs éléments scénaristiques de FF7, le numineux. Le numineux est un terme pour qualifier la sphère située au-delà de l'éthique et du rationnel et qui se présente sous le double aspect d'un mystère effrayant et fascinant. On est en plein dedans, et c'est exactement ce que provoque Sephiroth. Otto explore le concept du sacré et sa manifestation dans les expériences religieuses. Voici en synthèse les points clés à retenir de son ouvrage. Déjà le concept de numineux. Otto introduit le terme numineux pour décrire la présence du sacré. Comme je le disais, le numineux est une expérience irrationnelle, c'est une présence mystérieuse et puissante qui inspire à la fois la crainte et la fascination. Ensuite il y a le mysterium tremendum et le mysterium fascinans. Je sais pas si je le prononce bien, peu importe. Dans la continuité, le sacré se manifeste par le mystère terrifiant et le mystère fascinant, toujours ces deux aspects. Le premier évoque l'aspect effrayant et imposant du sacré, tandis que le second attire et séduit. Et une fois de plus, c'est aussi l'effet que me fait la planète dans FF7. Pour la première fois, elle m'effrayait un peu avec son cri et le fait que Sephiroth prétende que la planète soit de son côté. C'est quelque chose qu'on ne ressentait pas dans le jeu de base, dans FF7 sur PS1. On était sûr et certain que la planète était gentille basiquement, qu'elle était de notre côté, qu'on était ses grands défenseurs. Alors que là, dans Rebirth, c'est pas si simple, c'est pas si évident, et le doute subsiste. Et enfin, le troisième point clé de son ouvrage, c'est le tout autre. Otto décrit le sacré comme le tout autre, c'est quelque chose de totalement différent et incommensurable avec l'expérience ordinaire. Cela suscite à la fois l'horreur et l'attraction, toujours cette ambivalence, cette binarité qui s'oppose, cette dualité, et ça correspond totalement à la planète et à Sephiroth. On approche de la fin et j'avais aussi envie de vous parler d'un autre concept, le Deus absconditus. C'est une expression latine qui signifie Dieu caché, et c'est un concept de la théologie chrétienne issu de l'Ancien Testament. En fait, ça désigne Dieu en tant qu'inconnaissable par la seule raison humaine. Et une fois de plus, ça me fait clairement penser à la divinité dans l'univers de FF7. En tout cas, son concept, sa manifestation, avec la volonté de la planète sujette à interprétation de la part des différents personnages. Pour conclure sur Sephiroth, sans même parler des événements d'Ivar Crisis qui nécessitent une vidéo à part entière, et pour savoir de quoi je parle, je vous invite à regarder les vidéos de Chronos de KH Island. Pour moi, Sephiroth ne peut pas rejoindre la conscience de la rivière de la vie pour rejoindre la conscience universelle comme tout le monde à cause de sa trop grande part de Jenova en lui. Mais à cela s'ajoute une conscience individuelle extrêmement puissante et une volonté de se séparer d'une humanité qu'il est, dans laquelle il ne se reconnaît plus depuis la fameuse séquence culte du manoir Shinra, où son esprit s'est scindé. L'enjeu du combat final sera de faire triompher la volonté de tous sur celle de ce Sephiroth déchu. Et il est même probable qu'ils aient l'aide d'un Sephiroth que l'on aperçoit dans Ivar Crisis. On a un Sephiroth qui a l'air d'être toujours aussi humain et qui est aux confins du monde et qui semble avoir un plan, une idée, pas mal intentionné. Il n'a pas ce regard de psychopathe que l'on peut voir dans Rebirth à de nombreuses reprises. Et je pense que la volonté de tous, triomphant sur celle de ce mauvais Sephiroth et Jenova surtout, eh bien l'Omnislash en sera la représentation, boostée par le sacre en fond, comme on le voit, y compris dans le jeu original. Et je crois que j'ai fait le tour de ma prise de notes durant ma partie. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans FF7 Rebirth? Et qu'est-ce que vous pensez de mes remarques, de mes théories? N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire, je vais tout lire, j'ai hâte d'en discuter avec vous. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, sur Instagram également. N'oubliez pas de vous abonner avec la cloche, de mettre le like, je compte sur vous pour les commentaires et les partages. À la prochaine, sur ce, ciao.